Pendant les funérailles de mon père, mes oncles ne se sont pas rendus compte que je pouvais les entendre. L'imbécile n'a aucune idée que nous avons changé le testament de papa le mois dernier, a chuchoté l'un d'eux. Tout nous revient au lieu de cette déception. Il riait à côté du cercueil de mon père. Je me suis mis en colère, mais je n'ai rien dit. Ce matin, mon téléphone a explosé avec 26 appels manqués de tous. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé poster ici, mais après hier, j'avais juste besoin de me confier. Excusez les problèmes de formatage, je tape ceci sur mon téléphone en me cachant dans la salle de bain de mon père. Oui, c'est le genre de matinée. Donc, mon père est décédé la semaine dernière après avoir combattu un cancer du pancréas pendant 8 mois. Il avait 63 ans, trop jeune. Mais le cancer se moque de vos projets de retraite, je suppose. Papa et moi avions une relation compliquée. Il n'était pas du genre à câliner, plutôt du genre lève-toi, arrête de pleurer, débrouille-toi en tant que père. Mais sous toute cette fermeté se cachait un profond respect entre nous. Il me poussait parce qu'il croyait que je pouvais y arriver. Du moins, c'est ce que je choisis de croire maintenant qu'il est parti. Les funérailles ont eu lieu hier à Oak Ridge Memorial. Des choses standards, cercueil fermé parce que, selon ses mots, pas les miens, papa avait un sale minois à la fin. Il m'a fait promettre de ne pas laisser les gens admirer son cadavre, comme il l'a dit. Il y avait peut-être 40 personnes là-bas. Papa n'était pas exactement monsieur populaire, mais il avait son cercle. Après la cérémonie, j'avais besoin d'une minute seule au juste dépassé, vous savez? Je ne suis même pas sûr de ce que je ressentais, engourdi surtout. 8 mois à regarder quelqu'un s'éteindre, c'est comme du papier de verre émotionnel, ça vous use jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Je me suis promené dans cette petite salle latérale hors du hall principal. Les pompes funèbres avaient ces petites alcôves avec des fauteuils confortables où les gens pouvaient s'asseoir et se ressaisir. Je me suis enfoncé dans l'un de ces fauteuils surdimensionnés dans le coin, j'ai fermé les yeux et j'ai juste respiré. C'est alors que je les ai entendus. La porte communicante avec la salle de présentation était entr'ouverte, et mes oncles, Thomas et Beckett, sont entrés. Leur voix flottait à travers. Avant même que je puisse comprendre qui parlait, l'oncle Thomas était au milieu d'une phrase, et la façon dont il m'a regardé pendant la cérémonie, comme si je devais avoir pitié de lui ou quelque chose. Il a toujours été faible. L'oncle Beckett a répondu, Walter tient de sa mère, pas de notre côté. Je me suis figé. Il parlait de moi. J'aurais dû me faire connaître, mais quelque chose dans leur ton. Je suis juste resté immobile. L'imbécile n'a aucune idée que nous avons changé le testament de papa le mois dernier, a dit Thomas, et je pouvais pratiquement entendre le sourire dans sa voix. Tout nous revient au lieu de cette déception. Ils étaient littéralement debout à côté du cercueil de mon père, en train de rire. Il pense qu'il va obtenir la maison, l'entreprise, tout, a ajouté Beckett. Attends lundi quand Bill lira le testament, l'expression de son visage sera inestimable. La meilleure décision que nous ayons jamais prise, a dit Thomas. Attraper papa alors qu'il était complètement drogué avec ses analgésiques, il aurait signé n'importe quoi à ce moment-là. Mon sang a gelé. La pièce a commencé à tourner un peu. Ils ont manipulé mon père mourant alors qu'il était sous médication. J'ai serré la coudoir si fort que mes jointures sont devenues blanches. Walter ne pouvait même pas tenir une limonaderie, a dit Beckett. L'entreprise de papa serait en faillite dans 1 an avec lui aux commandes. Thomas a ri de nouveau. Eh bien, ce n'est plus son problème. J'ai déjà dit à Maureen que nous n'aurons plus besoin de ses services après la semaine prochaine. Pas de raison de garder les œuvres caritatives de papa sur la paix. Maureen, la femme de ménage de papa depuis les 15 dernières années, la femme qui a pratiquement emménagé pour l'aider à prendre soin de lui pendant la chimio et il la licenciait. Je suis resté assis là, littéralement tremblant de rage, je ne suis pas dramatique, j'ai baissé les yeux, et mes mains tremblaient, mais je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas fait irruption, je ne les ai pas confrontés, j'ai juste écouté pendant qu'ils continuaient à parler de la façon dont ils avaient protégé l'héritage familial de moi. Finalement, quelqu'un les a appelés, et ils sont partis. Je suis resté assis là pendant peut-être encore 20 minutes, essayant de comprendre ce que j'avais entendu. Je ne vais pas mentir à Reddit, je voulais les suivre jusqu'au parking et les tabasser tous les deux sur le trottoir. L'image de mes oncles riant à côté du cercueil de mon père pendant qu'ils complotaient pour voler mon héritage, elle est gravée dans mon cerveau. Mais je ne l'ai pas fait, parce que mon père a toujours dit, ne commence jamais une bagarre tant que tu ne sais pas exactement comment tu vas la terminer, et à ce moment-là, je n'avais aucune idée de quoi faire.
Alors j'ai surmonté le reste des funérailles d'une manière ou d'une autre, j'ai accepté les condoléances, j'ai hoché la tête à tous les commentaires, c'était un si bon homme, j'ai remercié tout le monde d'être venu, tout cela pendant que mes oncles me regardaient avec ses petits sourires narquois, pensant probablement à la façon dont ils m'avaient tous les deux berné, moi et mon père. Après le départ de tout le monde, je suis allé chez mon père à notre maison, techniquement. J'y ai grandi, chaque coin de rue garde un souvenir, bon ou mauvais, la salle à manger où papa me faisait travailler les problèmes de mathématiques, la cour arrière où il m'a appris à lancer un ballon de football, mal, aucun de nous n'était athlétique, le garage où nous avons restauré cette vieille Chevy quand j'avais 16 ans. En entrant, j'ai trouvé Maureen dans la cuisine, les yeux rouges de larmes. Elle a eu l'air surprise de me voir, comme si elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un vienne. « Oh, Walter » a-t-elle dit, s'essuyant rapidement le visage. « Je venais juste de faire un peu de nettoyage. »« Tu vas bien » a-t-elle demandé, même s'il était évident qu'elle ne l'était pas. Elle a hésité, puis a simplement secoué la tête. « Tes oncles sont passés ce matin avant les funérailles. Ils m'ont dit que je devrais commencer à chercher un autre poste. Ils ont dit qu'une fois le testament lu lundi, ils prendraient tout en charge et n'auraient plus besoin de moi. » J'ai senti cette rage monter à nouveau. « Ils n'ont aucun droit. »« C'est bon » m'a-t-elle interrompu. « Ton père m'avait préparé à cette possibilité. Il m'a dit que ces vautours essaieraient de fondre sur nous dès qu'ils seraient partis. » Elle a essayé de sourire, mais ça n'a pas atteint ses yeux. Je pensais juste que nous aurions plus de temps. Nous avons encore parlé un peu plus longtemps. Il s'avère que papa s'inquiétait pour ses frères depuis des mois. Selon Maureen, ils ont commencé à rendre visite plus fréquemment une fois que papa est devenu vraiment malade, mais seulement lorsque je n'étais pas là, apportant toujours des documents, insistant toujours sur le secret. Maureen a également mentionné quelque chose à propos d'une boîte de sécurité, mais elle ne connaissait pas les détails, seulement que papa avait insisté pour y garder certains papiers, loin de la maison. Je suis resté chez papa hier soir, je ne pouvais pas supporter l'idée de retourner dans mon appartement vide. J'ai fini par m'endormir sur le canapé vers 3 heures du matin après avoir regardé de vieux albums photos. Je me suis réveillé ce matin avec mon téléphone qui explosait, 26 appels manqués au 26 de l'oncle Thomas, de l'oncle Beckett, de leur femme, même de mes cousins, plus environ 40 messages textes me demandant où j'étais et exigeant que je rappelle immédiatement. Je n'ai répondu à aucun d'eux, pas encore. Mais quelque chose doit s'être passé, quelque chose qui les fait paniquer. Et vous savez quoi? Pour la première fois depuis que je les ai entendus rire près du cercueil de mon père, j'ai ressenti autre chose que de la rage, j'ai ressenti de l'espoir. Quoi que ce soit qui les fasse paniquer pourrait être exactement ce dont j'ai besoin pour me défendre, parce que je ne les laisserai pas voler ce que papa voulait que j'aie, et je ne les laisserai certainement pas licencier Maureen ou toute autre personne qui était loyale à mon père. Papa m'a appris à choisir mes combats, à attendre le bon moment, à ne jamais donner le premier coup de poing à moins d'être sûr de pouvoir mettre fin au combat. Eh bien, je pense que ce moment pourrait arriver plus tôt que prévu par mes oncles. Nous vous donnerons des nouvelles une fois que j'aurai compris ce qui les a rendus si désespérés de me joindre. Quelque chose me dit que ce n'est que le début. Mise à jour 1. Tout d'abord, je tiens simplement à remercier tout le monde pour son soutien sur mon dernier post. Je ne m'attendais pas à ce que tant de gens se soucient de mon drame familial, TBH. La lecture de vos commentaires m'a aidé à me sentir moins folle à propos de toute cette situation. Donc, 26 appels manqués. J'ai finalement vérifié les messages vocaux vers midi hier après les avoir ignorés toute la matinée. La plupart étaient des variations de l'oncle Thomas et de l'oncle Beckett exigeant que je les rappelle dès que possible au sujet d'une affaire familiale urgente. Le dernier message de Thomas était juste qu'il criait que je devais arrêter d'être enfantin et répondre à mon putain de téléphone. Enfant assez riche, venant de quelqu'un qui rigolait comme un enfant de 12 ans à côté du cercueil de mon père. Au lieu de les rappeler, j'ai envoyé un texto à mon ami Diego. Nous nous connaissons depuis le collège, et il a toujours été ma personne de confiance pour les conseils. De plus, il en sait beaucoup sur le droit. Je ne dis pas pourquoi, mais croyez-moi, c'est le genre de personne que vous voulez dans votre coin. En attendant Diego, j'ai commencé à parcourir le bureau à domicile de papa. Je ne sais pas exactement ce que je cherchais, mais j'avais besoin de faire quelque chose. La pièce sentait encore comme lui ce mélange de café et de désinfectant pour les mains au parfum de pain étrange dont il était obsédé. Ses lunettes de lecture étaient toujours sur le bureau à côté d'un jeu de mots croisés à moitié rempli. C'est là que je me suis souvenu de notre dernière vraie conversation, environ 3 semaines avant sa mort, avant que les analgésiques ne le transforment en une coquille vide. J'étais assis avec lui,
essayant de le faire manger quelque chose, c'est chaque protéiné d'hôpital qui sente le carton mouillé. Soudain, il m'a attrapé le poignet, il avait encore une prise ferme, malgré tout, et m'a dit qu'il devait s'assurer que je comprenais quelque chose. Il a dit que Thomas et Beckett avaient rôdé comme des vautours ces derniers temps, qu'ils avaient toujours été jaloux que grand-père ait laissé papa responsable de l'entreprise familiale au lieu de la partager à trois. Papa m'a dit qu'il avait pris des dispositions pour protéger ce qui était à moi, mais qu'il avait besoin que je promette de me battre s'ils essayaient quoi que ce soit. Je pensais qu'il était juste paranoïaque à cause des médicaments. Maintenant, je réalise qu'il avait un de ses derniers moments lucides, essayant de me prévenir. Diego est arrivé vers 14 heures, et je lui ai tout raconté, ce que j'avais entendu aux funérailles, la situation de Maureen, les 26 appels au tout. Il n'a pas interrompu, il a juste pris des notes sur son téléphone pendant que je parlais. Quand j'ai fini, la première chose que Diego a demandé était de savoir si papa avait une infirmière régulière vers la fin. C'est là que je me suis souvenu de Kendra. Kendra avait été l'infirmière à domicile de papa pendant les 2 derniers mois où une jeune femme, peut-être d'une vingtaine d'années, avec ses blouses colorées et qui jouait toujours des airs Lofi sur son téléphone pendant qu'elle travaillait. Papa l'aimait bien, il a dit qu'elle ne le traitait pas comme s'il était fait de verre. J'avais encore son numéro dans mes contacts. Je l'ai appelé là, avec Diego qui écoutait. Elle a semblé surprise de me recevoir, mais elle a été très serviable. Elle m'a dit que oui, mes oncles étaient venus plusieurs fois dans les dernières semaines de papa, mais seulement quand je n'étais pas là. Elle a dit qu'ils insistaient toujours pour avoir du temps seul avec papa, même quand elle leur a dit qu'il était fortement médicamenté. Le plus important, Kendra a dit que la dernière fois qu'ils étaient venus, c'était certainement quand il l'avait fait signer ce qu'ils prétendent être le Nouveau Testament. Papa n'était même pas pleinement conscient. Elle a dit qu'elle était entrée une fois pendant leur temps seul pour vérifier ses signes vitaux et qu'elle a vu Thomas tenir la main de papa avec un stylo, la guidant sur un document tandis que Beckett et un type qu'elle ne reconnaissait pas regardaient. Elle trouvait ça bizarre, mais elle a pensé que c'était juste des affaires de famille. Quand elle en a parlé à Maureen plus tard, Maureen a essayé de m'appeler, mais j'étais coincé dans la circulation et j'ai manqué l'appel. Au moment où j'ai vérifié mon répondeur et que j'ai rappelé, papa avait passé une mauvaise nuit, et ça s'est perdu dans le chaos. Diego avait l'air sur le point de dire quelque chose quand mon téléphone a recommencé à exploser au Thomas et Beckett appelant de la maison de Thomas. J'ai failli l'ignorer, mais Diego m'a suggéré de répondre et d'enregistrer l'appel. Il m'a rappelé que notre État ne nécessite qu'un consentement d'une seule partie, donc c'est totalement légal. Je l'ai mis sur haut-parleur. Thomas a immédiatement commencé par le fait que je devais aller chez lui tout de suite pour discuter de la lecture du testament prévue pour lundi. Il a dit qu'il y avait des complications qu'il fallait régler en famille avant de rencontrer l'avocat. J'ai fait l'innocent, j'ai demandé quel genre de complications. Beckett est intervenu, je suppose que j'étais sur haut-parleur de leur côté aussi en disant quelque chose sur des irrégularités de documents et comment, pour le bien de tous, nous devrions présenter un front uni. Tout le temps qu'ils parlaient, je pouvais entendre cette pointe de panique dans leur voix. Ces mecs qui riaient aux funérailles de mon père semblaient maintenant sur le point de faire une crise cardiaque. Je leur ai dit que je les rencontrerais chez papa dans 1 heure. Leur réaction, un silence complet pendant environ 5 secondes, puis Thomas qui bégayait que sa place serait plus appropriée. J'ai insisté pour la maison de papa, ils ont accepté à contre-cœur. Après avoir raccroché, Diego et moi avons fait un rapide tour du bureau de papa, à la recherche de quoi que ce soit qui pourrait expliquer ce qui avait tant effrayé mes oncles. C'est là que je l'ai trouvé au cachet dans l'exemplaire du vieil homme et la mère de papa, son livre préféré, il m'a fait le lire 3 fois en grandissant, un petit carnet Moleskine noir, le journal de papa de l'année passée. Je n'ai eu le temps que de le survoler avant l'arrivée de Thomas et Beckett, mais sainte. Les entrées des 6 derniers mois étaient pratiquement un documentaire des tentatives graduelles de mes oncles pour le manipuler. Papa avait tout documenté, leurs visites, leurs suggestions de changement de testament, leurs commentaires sur le fait que je n'étais pas prêt à reprendre l'entreprise. La dernière entrée cohérente, datée juste avant qu'ils ne prennent les analgésiques lourds, mentionnait une boîte de sécurité à la First National Bank du centre-ville et des instructions pour s'assurer que Walter récupère la clé auprès de Maureen. Avant que je puisse traiter cela, la sonnette a sonné. Thomas et Beckett se tenaient là, ayant l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Thomas affichait un sourire forcé, Beckett ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Diego est resté dans la cuisine pendant que je conduisais mes oncles au salon. Il n'avait pas l'air heureux de voir Maureen toujours là, en train de faire la vaisselle. Thomas a fait une remarque sur les dépenses de personnel inutiles pendant cette période de transition, que j'ai ignorée. Une fois assis,
Thomas a commencé un long discours sur le fait qu'ils avaient des inquiétudes concernant la lecture du testament lundi, a déclaré qu'il pourrait y avoir des développements surprenants qui pourraient bouleverser la dynamique familiale, a mentionné que papa avait apporté des modifications de dernière minute qui pourraient sembler contraires à son caractère. Je suis resté assis là, les laissant s'enfoncer davantage. Finalement, Beckett a lancé qu'il craignait que je ne surréagisse lorsque j'apprendrais que papa avait modifié son testament pour leur laisser le contrôle de la société, moi ne recevant qu'une généreuse allocation. C'est alors que j'ai demandé, aussi innocemment que possible, quand exactement papa avait apporté ces modifications. Thomas a dit que c'était il y a environ 3 semaines, lorsque papa était parfaitement lucide et conscient de ce qu'il faisait. J'ai hoché la tête, puis j'ai demandé pourquoi ils étaient si préoccupés par ma réaction si tout était légal et conforme. Le regard qu'ils ont échangé. Si je n'avais pas déjà su qu'ils mentaient, ce regard l'aurait confirmé. Ils ont commencé à faire marche arrière, disant qu'ils voulaient juste me préparer et s'assurer que je comprenais le raisonnement de papa. Thomas a même eu le culot de dire que papa leur avait dit qu'il était déçu de mes choix de vie et qu'il ne me faisait pas confiance pour son héritage. J'ai failli perdre mon sang-froid à ce moment-là où j'ai failli leur montrer le journal, j'ai failli leur parler de Kendra mais les conseils précédents de Diego ont résonné dans ma tête, ne montrez pas vos cartes avant d'avoir vu les leurs. Alors j'ai juste hoché la tête à nouveau et leur ai dit que j'appréciais leur inquiétude, mais que j'attendrais d'entendre le testament directement de l'avocat lundi. Ensuite, je les ai pratiquement fait sortir, ignorant leur tentative pour poursuivre la conversation. Après leur départ, Diego est sorti de la cuisine avec un large sourire. Il m'a dit qu'il avait enregistré toute la conversation sur son téléphone. Nous les avions maintenant sur enregistrement, admettant essentiellement qu'il s'inquiétait de quelque chose. J'ai appelé Maureen et lui ai demandé la clé du coffre. Ses yeux se sont élargis, et elle a disparu à l'étage, revenant 5 minutes plus tard avec une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait une clé et une note de la main de papa, Walter, en cas d'urgence fais confiance uniquement à toi-même. Diego et moi sommes allés directement à la banque, mais elle était déjà fermée pour la journée. Je devrais attendre lundi matin pour voir ce qu'il y a dans ce coffre. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un SMS de Diego disant qu'il avait contacté un ancien partenaire commercial de papa, un type nommé Frank, qui avait pris sa retraite l'année dernière. Frank a accepté de nous rencontrer pour le petit déjeuner demain. Apparemment, il a des histoires intéressantes sur les pratiques commerciales de mes oncles qui pourraient être pertinentes pour notre situation. J'écris ceci depuis la cuisine de papa à 2 heures du matin parce que je n'arrive pas à dormir. La maison est différente maintenant, pas seulement vide parce que papa est parti, mais comme si elle attendait quelque chose, lundi, peut-être. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans ce coffre, je ne sais pas ce que Frank va nous dire demain, mais pour la première fois depuis les funérailles, j'ai l'impression que, peut-être, papa avait une longueur d'avance sur ses frères. Nous mettrons à jour après avoir rencontré Frank et vérifié le coffre. Quelque chose me dit que les 26 appels téléphoniques désespérés de mes oncles n'étaient que le début de leurs problèmes. Enfin, mise à jour. Désolé pour le retard, tout le monde. La semaine passée a été une véritable montagne russe. Je tape ceci depuis le bureau de papa ou non, mon bureau maintenant. C'est toujours bizarre de dire ça. Donc, lorsque je me suis arrêté, j'étais sur le point de rencontrer Frank, l'ancien partenaire commercial de papa, pour le petit déjeuner, puis de me rendre à la banque pour vérifier ce que papa avait laissé dans ce coffre. Je fonctionnais littéralement avec 2 heures de sommeil et assez de caféine pour tuer un cheval, mais il n'était pas question que je rate l'un ou l'autre rendez-vous. Frank a choisi ce petit restaurant du centre-ville, le genre avec des banquettes en vinyle qui font ce bruit grinçant étrange lorsque vous vous asseyez et des serveuses qui appellent tout le monde « chérie ». Il était déjà là à mon arrivée, savourant ce qui ressemblait à sa 3e tasse de café, à en juger par les crèmes vides éparpillées autour. Première impression, pas ce à quoi je m'attendais. Frank était ce type petit et chauve avec des lunettes épaisses et un cardigan qui avait connu des jours meilleurs. Il ne crie pas exactement « homme d'affaires prospère », mais papa a toujours dit que les apparences étaient le meilleur déguisement. Frank n'a pas perdu de temps avec les petites discussions. Pendant que j'essayais encore de choisir entre des crêpes et des gaufres, il a glissé un classeur Manila sur la table. Il s'avère que Frank a tenu des registres de toutes les choses louches que mes oncles ont faites dans l'entreprise au cours de la dernière décennie. Rien d'illégal exactement, mais certainement contraire à l'éthique, les fois où ils ont essayé de passer outre les décisions de papa, les clients qu'ils ont tenté de débaucher, même une tentative infructueuse pour faire voter papa par le conseil d'administration il y a 3 ans lorsqu'il a été diagnostiqué pour la première fois. Mais la vraie bombe, papa le savait. Il le savait depuis des années,
et il avait documenté tout lui-même, construisant ce que Frank a appelé une « police d'assurance ». Selon Frank, papa ne faisait jamais confiance à ses frères pas depuis qu'ils ont essayé de convaincre leur père, mon grand-père, de vendre l'entreprise dans les années 90. Papa était le seul qui voulait la garder dans la famille, et grand-père était de son côté. Thomas et Beckett ne leur ont jamais pardonné. Pendant que Frank parlait, quelque chose a cliqué dans ma tête, il ne s'agissait pas seulement d'héritage ou d'argent, c'était une rancune qui couvait depuis 30 ans. Nous avons terminé le petit déjeuner, j'ai pris les crêpes, au fait, j'avais besoin de la montée de sucre, et je me suis dirigé directement vers First National. Diego m'y a rejoint, ayant l'air étonnamment bien mis pour un dimanche matin. Pendant ce temps, j'avais probablement l'air d'avoir été heurté par un camion et traîné sur quelques kilomètres. Le coffre contenait exactement 3 choses, une clé USB, une enveloppe scellée adressée à William Chen, avocat, et une lettre adressée simplement à Walter. J'ai ouvert ma lettre la même dans la salle de visualisation privée de la banque. Elle était datée d'il y a seulement 2 mois, lorsque papa était encore lucide mais savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. La lettre n'était pas longue, mais elle m'a frappé comme une tonne de briques. Walter, si tu lis ceci, alors Thomas et Beckett ont fait exactement ce que je soupçonnais. Je suis désolé que tu gères cela tout en étant en deuil, ce n'est pas juste pour toi. Je sais depuis des années que mes frères essaieraient de prendre ce qui ne leur appartient pas, ils attendent cette opportunité depuis que papa m'a choisi pour diriger l'entreprise à leur place. La clé USB 6 jointe contient des images de sécurité de la maison pour les 6 derniers mois. J'avais installé des caméras lorsque j'ai été malade pour la première fois, non pas parce que je ne te faisais pas confiance, mais parce que je ne leur faisais pas confiance. L'enveloppe pour Bill contient mon vrai testament, exécuté et attesté correctement il y a 6 mois, ainsi qu'un témoignage vidéo de mes souhaits. Il y a aussi une lettre documentant mes préoccupations concernant une possible coercition. Je n'étais pas un père parfait, j'ai été trop dur avec toi parfois, j'attendais trop, mais j'ai toujours cru en toi, même lorsque je ne le montrais pas. Eh bien, l'entreprise est à toi, si tu la veux. Si tu ne la veux pas, c'est aussi bien. C'est ton choix, pas le leur. Fais confiance à Bill, il est notre avocat familial depuis 30 ans et sait exactement quoi faire. Papa. Je ne me suis même pas rendu compte que je pleurais jusqu'à ce que Diego me tende maladroitement un mouchoir de sa poche, il était propre, j'ai vérifié. Nous avons tout apporté chez Diego pour vérifier la clé USB. Sacré. Papa ne plaisantait pas avec ses caméras de sécurité. Elles étaient cachées dans sa chambre, son bureau, même le salon, de minuscules choses que vous ne remarqueriez jamais à moins de les chercher, et elles ont tout enregistré. Thomas et Beckett en visite lorsque papa était à peine conscient, le témoin qu'ils ont amené qui n'a jamais vraiment vu papa signer quoi que ce soit, Thomas déplaçant littéralement la main de papa pour signer les papiers tandis que Beckett faisait le guet à la porte. Tout était là, en résolution 4K, avec horodatage et tout. Papa avait essentiellement créé le piège parfait, et mes oncles y étaient tombés. Lundi matin est arrivé, et je me sentais étrangement calme. J'avais passé la nuit de dimanche chez papa, j'avais dormi dans ma vieille chambre pour la première fois depuis des années. Le ventilateur de plafond faisait toujours ce bruit de cliquetis à chaque 3e rotation qui me rendait fou, maintenant, c'était presque réconfortant. Je suis arrivé au bureau de Bill Chen 20 minutes en avance, en amenant Diego, Maureen et ma petite amie, Aurora, qui avait pris l'avion dimanche soir après que je lui ai enfin raconté tout ce qui se passait. Aurora n'aime pas les drames familiaux, sa propre famille est comme quelque chose tiré d'une sitcom, où tous des câlins de groupe et des blagues intérieures, mais elle m'a tenu la main pendant tout le trajet. Bill était un homme asiatique plus âgé avec un costume parfaitement pressé et des lunettes de lecture qui lui donnaient l'air d'être sorti d'un roman de John Grisham. Il m'a accueilli avec ce regard entendu, et j'ai immédiatement eu l'impression que papa avait eu raison de lui faire confiance. Je lui ai remis l'enveloppe du coffre. Il a hoché la tête, sans surprise, et m'a demandé d'attendre dans la salle de conférence pendant qu'il examinait le contenu. Thomas et Beckett sont arrivés 10 minutes plus tard, avec leurs femmes et leurs enfants, le spectacle complet d'unité familiale. Ils ont hésité un peu lorsqu'ils m'ont vu assis là avec ma propre suite, surtout Maureen. Thomas a essayé de faire une remarque sur les personnes extérieures à la famille lors d'une lecture privée, mais Bill a immédiatement stoppé cela. Une fois que tout le monde était assis, Bill a commencé par expliquer qu'il semblait y avoir 2 testaments différents, un datant de 6 mois et un soi-disant exécuté 3 semaines avant la mort de papa. Thomas n'a pas pu cacher son sourire narquois, Beckett a étudié ses ongles comme s'ils étaient soudainement les choses les plus fascinantes au monde. Puis Bill a lâché la bombe, avant de procéder avec l'un ou l'autre document. J'aimerais montrer à tous une vidéo que George a enregistrée il y a 6 mois lorsqu'il a exécuté son testament officiel.
La couleur a disparu du visage de mes oncles si vite que j'ai pensé qu'ils allaient s'évanouir. Bill a installé son ordinateur portable et a diffusé la vidéo. Il y avait papa, ayant l'air malade mais alerte, assis dans ce même bureau. Il a indiqué la date, a confirmé qu'il était sain d'esprit, puis s'est adressé directement à la caméra. Moi, George Peterson, étant sain d'esprit, déclare que ceci est mon dernier testament. Tous les testaments précédents sont révoqués. Je réalise cette vidéo pour confirmer que ce document reflète mes véritables souhaits et pour répondre à une préoccupation. Mes frères, Thomas et Becket Peterson, m'ont fait pression pour que je modifie mon testament en leur faveur. Si un document apparaît après cette date prétendant remplacer ce testament, surtout s'il apparaît pendant mes derniers jours lorsque je suis sous de lourds médicaments, je veux qu'il soit minutieusement examiné pour vérifier la coercition ou la fraude. Papa a ensuite décrit ses véritables souhaits. La maison et 60% des actions de la société iraient à moi, Maureen recevrait une généreuse indemnité de retraite et pourrait rester dans la maison d'amis aussi longtemps qu'elle le souhaitait, Kendra recevrait une bourse que papa avait créée pour l'aider à terminer ses études d'infirmière, Thomas et Becket recevraient chacun 10% des actions de la société et un héritage monétaire. Mais ensuite est venu le coup de grâce, une clause spéciale stipulant que toute tentative de contester le testament entraînerait le don de l'héritage de cette personne à des œuvres de charité. La pièce est devenue absolument silencieuse lorsque la vidéo s'est terminée. On aurait pu entendre une épingle tomber sur le tapis. Bill a calmement déclaré que, compte tenu du témoignage vidéo et des images de sécurité que j'avais fournies montrant les circonstances de la signature du Nouveau Testament, il ne procéderait qu'avec le testament original. Thomas a explosé, a commencé à crier que tout cela était un stratagème, que papa n'était pas sain d'esprit 6 mois auparavant, que j'avais tout manipulé. Becket, toujours le plus intelligent, est resté assis à la tête entre les mains. Il savait qu'ils étaient fichus. Bill a laissé Thomas se défouler, puis a simplement dit qu'il serait heureux de présenter toutes les preuves au tribunal si Thomas voulait contester le testament, mais lui a rappelé les conséquences de le faire. En fin de compte, ils ont pris leurs 10% d'actions et sont partis la queue entre les jambes mais pas avant que Thomas ne me siffle que ce n'était pas fini et que j'avais détruit la famille. Riche, venant de celui qui riait à côté du cercueil de mon père à propos du vol de mon héritage. Cela fait une semaine depuis. Je me suis lentement installé dans la maison de papa à ma maison maintenant. J'ai dû appeler un plombier hier parce que les toilettes à l'étage coulent sans arrêt et j'ai passé beaucoup trop de temps à essayer de comprendre le système de classement étrange de papa pour les documents ménagers. Les choses concernant l'entreprise vont prendre plus de temps à régler. J'ai rencontré les membres du conseil d'administration individuellement, pour comprendre comment les choses fonctionnent. Certains étaient clairement dans le camp de mes oncles et ne sont pas ravis que je prenne le relais, mais la plupart semblent prêts à me donner une chance. Maureen reste, bien sûr. Nous avons nettoyé la maison d'amis ensemble, et elle y déménage lentement ses affaires. Je l'ai trouvée en train de pleurer dans le placard de papa hier, en triant ses vêtements pour les donner. On a fini par s'asseoir par terre, en regardant d'anciennes photos qu'elle avait de papa lors de pique-niques d'entreprise et de fêtes ou des aspects de lui que je voyais rarement. Quant à Thomas et Becket, ils sont restés silencieux. Leurs femmes ont appelé Aurora, essayant d'arranger les choses, mais ce n'est que le code pour essayer d'obtenir des informations sur ce que je prévois de faire ensuite. Et qu'est-ce que je prévois? Honnêtement, je suis encore en train de le découvrir. Une partie de moi veut nettoyer complètement la maison, supprimer toute personne qui était loyale à mes oncles, mais ce n'est pas ce que papa aurait fait. Il était dur mais juste, il comprenait que les affaires sont les affaires, mais la famille est compliquée. Hier, je me suis retrouvé assis au bureau de papa, regardant sa chaise, essayant d'imaginer les conseils qu'il me donnerait maintenant. Je me suis rendu compte que je faisais exactement ce qu'il faisait lorsqu'il était confronté à une décision difficile, il s'asseyait tranquillement, réfléchissant à toutes les facettes avant de faire son choix. Peut-être que je lui ressemble plus que je ne le pensais. Je ne sais pas si c'est la fin heureuse que tout le monde espérait. Mes oncles sont toujours là, toujours actionnaires, bien que mineurs. L'entreprise a des problèmes à régler, la maison a besoin d'un nouveau toit, et l'ouvre-porte de garage est cassée. Mais j'ai le journal de papa, j'ai ses lettres, j'ai ses conseils qui résonnent dans ma tête, et surtout, j'ai la vérité sur ce qu'il voulait vraiment. C'est une victoire qui vaut la peine d'être vécue. Merci d'avoir participé à ce voyage fou, Reddit. Vos commentaires ont aidé plus que vous ne le savez. Je pourrais vérifier avec une autre mise à jour plus tard si quelque chose de fou se produit, mais pour l'instant, j'ai une entreprise à apprendre et des toilettes à réparer.